568 millions de dollars. C'est la somme totale qui a été levée par les 5 cofondateurs que je vais interviewer aujourd'hui. Dans cette vidéo, les 5 cofondateurs des startups Algolia, Aircall, Spendesk, Dashlane et aussi Beam Analytics qui a été racheté par Zendesk vont nous donner les meilleurs conseils pour réussir à lever des fonds de façon efficace. Et maintenant, je vous laisse découvrir leurs conseils. Hello Alexis, ça va? Salut Guillaume, ça va et toi? Salut Nico, comment ça va? Salut Guillaume, super et toi? Salut Rachel. Salut Guillaume. Salut Rodolphe. Salut Guillaume. Salut John, comment ça va? Salut, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va super, merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Ça va aider, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, donc c'est cool. Bah avec plaisir, écoute. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être en 2 mots? Carrément, donc je m'appelle Alexis Fogel, je suis le cofondateur à la fois de Dashlane il y a un peu plus d'une dizaine d'années et plus récemment de Stonely. Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe qui a levé à peu près 200 millions dans toute son histoire. Et Stonely, c'est plus récent, c'est une société qui permet de faire des guides interactifs pour de l'onboarding, de l'éducation, du support. Et on a récemment levé notre premier seed avec Axel, on a levé un petit peu plus de 3 millions. Alors rapidement, Nicolas Dessaigne, j'étais le CEO, je suis le cofondateur d'Algolia. Et j'étais CEO d'Algolia jusqu'à un peu plus tôt cette année. Et maintenant, je suis encore très impliqué avec Algolia, mais je suis aussi visiting partner à Y Combinator. Je suis Rachel Delacour. Moi, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Beam Analytics, qui était sur le sujet de l'analyse de données, Cloud Business Intelligence. On a fait partie des pionniers à se lancer de manière distribuée sur le sujet de l'analyse de données. Ça, c'était en 2009, donc ça commence un petit peu à dater. On a tout de suite eu une histoire très internationale, pure SaaS, alors qu'on était dans nos chambres d'ado à Montpellier, pour info. Et on a fait grandir la boîte jusqu'à avoir une filiale aux États-Unis, et puis finalement à nous faire racheter en 2015, donc 6 ans après, par nos rockstars qui s'appelaient Zendesk, support client, donc incroyable boîte en Californie, et avec qui ont investi dans l'équipe de Montpellier où on était. Donc voilà, et aujourd'hui je cofonde une entreprise qui s'appelle Sweep sur le sujet, c'est une climate tech sur le sujet du pilotage de programmes climatiques à destination des entreprises. Je m'appelle Rodolphe, je suis le fondateur et CEO de Spendesk. Spendesk, c'est une boîte qu'on a commencé il y a 4 ans. On fait toute la gestion de dépenses des entreprises. Donc en gros, on permet aux employés de payer dans leur boîte quand ils en ont besoin, d'accéder aux moyens de paiement tout en évitant à la finance de jouer au bad cop dans leur boîte. Donc oui, je suis Jonathan Angelov, je suis un des cofondateurs d'Aircall, j'ai 34 ans. On a commencé maintenant Aircall il y a presque 7 ans, 6 ans et demi, avec comme ambition de révolutionner la téléphonie d'entreprise dans le cloud et de la rendre accessible dans le monde entier en l'intégrant aux outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Donc on a commencé avec 4 cofondateurs il y a maintenant 6 ans et demi. Et du coup, vous avez levé combien là jusqu'à présent? À date, un peu plus de 100 millions, 106 millions de dollars. On est en série C et ça fait 5 levées différentes avec un pré-seed, un seed, une série A, série B, série C. En fait, on a fait 2 premiers gros seeds, mais qui à l'époque étaient de 500K chacun. Autant te dire que c'est rien du tout aujourd'hui, mais c'était beaucoup à l'époque. Et puis après, on a fait une série A d'un peu plus de 3 millions avec Alven Capital. Donc on en est là. Enfin, on en était là, en tout cas en termes de levée. On n'a pas fait plus, on n'a pas fait de série B ou quoi, mais ça, je t'en parlerai. Alors, on a fait 3 tours de table. Un premier tour en seed, on a levé 1,5 million. Notre série A, un an après, 8 millions d'euros. Et on a fait une série B l'an dernier, donc l'été dernier, de 35 millions d'euros qu'on a étendu là, juste après Covid avec 15 millions d'euros. Et du coup, avec Algolia, tu avais réussi à lever combien au total? 183 millions. Waouh. C'est 2 seeds A, B, C. Après, les lettres, ça ne veut rien dire. On aurait pu dire A, B, C, D, E, F. On peut dire ce qu'on veut, quoi. Mais à la fin, on a appelé ça Seeds d'Extension, série A, série B, série C. Et si tu pouvais donner 3 conseils à des gens qui veulent se lancer pour lever des fonds? Donc, je pense le premier truc, c'est déjà vous poser la question de est-ce que oui ou non vous devez lever des fonds. Il y a plein de boîtes aujourd'hui qui marchent en bootstrap. Lemlist, c'est un bon exemple qui marche sans avoir levé. Et c'est quelque chose que vous pouvez vous poser d'ailleurs à chaque levée. À chaque moment, vous pouvez dire ok, est-ce que lever des fonds c'est la bonne façon, et puis aussi est-ce que je lève de la dette, est-ce que je vais dans du capital risque, sachant que il faut savoir ce que vous recherchez. Vous ne cherchez pas forcément que de l'argent, vous cherchez aussi des partenaires, des gens qui peuvent vous ouvrir des portes, qui peuvent vous aider. Et donc du coup, ça va influer aussi sur la personne, le type de personne que vous allez rechercher. Premier conseil, qu'est-ce que je peux dire? Attention, les VC prennent des notes. Ok. Parfois, on fait l'erreur d'arriver devant un VC et de penser, il y a cette expression lines, not dots. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'arriver, dumper tout et lever. Non, tu crées une relation avec un VC
Et quand tu crées une relation investie, ça veut dire que tu vas essayer de les rencontrer plusieurs fois, idéalement au moins 6 mois avant d'avoir besoin de lever, pour créer cette relation. Mais quand tu fais ça, il faut faire attention parce qu'ils prennent des notes. Si tu commences à leur pitcher tout de suite tes chiffres, tout ce que tu peux, et le futur, et que tu le revois 3 mois après, et que tu n'es pas là où tu avais dit que tu serais, c'est un problème. C'est un problème. Ouais, c'est un problème. Donc, il faut faire quand même attention à ce qu'on partage. Il faut être friendly, bien sûr, mais faut éviter de surpitcher quelqu'un, parce que c'est une relation que tu crées dans le temps. Et comme toute relation, tu as besoin de créer de la confiance. Et donc, ce qui s'est passé pour nous, c'est que les VC qui étaient les plus bullish sur la boîte quand on a levé, c'est ceux non seulement avec qui on avait une relation depuis un certain temps, mais ceux qui avaient vu la boîte grandir et qui avaient pris confiance dans l'équipe, qui avaient pris confiance dans la boîte. Et du coup, au moment de lever, ils étaient surexcités. Et donc, il faut vraiment le coup de créer cette relation, tout en faisant attention. Tout ce que tu dis, après le meeting, ils ont un CRM, c'est comme toi avec tes sales, t'es leur prospect, et donc ils vont prendre toutes les notes qu'ils peuvent sur ce qu'ils ont appris. Alors nous, on a fait toutes les erreurs, donc il y a les conseils, les choses qu'il faut faire, mais aussi les choses qu'il ne faut pas faire. Non, une des choses à faire, c'est de bien préparer son deck, le faire relire par d'autres personnes qui ont déjà un peu fait des levées de fonds. Tu vois, d'ailleurs, ce week-end, j'aide une copine un petit peu qui est en train de lever justement. Là, un œil extérieur verra toujours des choses que toi, tu ne vois pas. Et je commence un petit peu à avoir l'habitude de voir ce que les VC attendent. Donc, c'est le tester, le faire relire, s'assurer qu'il y a les bonnes, il y a les bonnes métriques à l'intérieur pour éviter, on va dire, les déconvenues en plein meeting. Mais c'est juste le faire voir à des gens qui ont la tête bien faite et qui vont apporter un jugement extérieur. Et est-ce que c'est compréhensible par le commun des mortels? Ça peut être très facile lorsqu'on fait un deck de partir dans tous les sens avec ton langage, ton jargon et le rendre incompréhensible pour les autres. Et si tu n'as ni entrepreneur ni personne dans ton entourage, au pire, c'est les amis proches. Les amis proches, qu'est-ce que vous comprenez le truc? Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que si vous comprenez pas certaines notions métriques, alors je vous les explique, voilà quoi. Je pense à la communication qu'on peut faire de nos levées de fonds, faire un petit peu attention à ce qu'on veut en faire de cette communication. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ouais voilà c'est pour recruter donc c'est important qu'on shine, qu'on soit très bien, qu'on fasse une communication très léger, etc. Qui a du punch pour attirer, très inspirante, etc. Les premiers seeds qu'on a levés, on a très peu communiqué en gros sur ces sites parce que on se battait déjà avec de très gros Américains qui, eux, mettaient tout de suite 1-0 de plus sur leur levée. Donc, c'était un peu compliqué d'être roulement de tambour sur « Hey, voilà, on a levé tout ça ». Donc, on était plutôt low profile. Mais voilà, il faut vraiment comprendre ce que l'on veut communiquer quand il s'agit de sa levée de fonds. Ça, c'est très important de bien travailler en amont quel message vous souhaitez faire passer et pourquoi vous faites cette communication finalement. Ou pas d'ailleurs, dans notre cas. Donc toi, vous n'aviez pas fait de PR du tout à cette époque? Non, rien du tout, vraiment rien, parce qu'en fait, ça nous aurait plutôt desservi au final, parce que les gens contre qui on se battait levaient beaucoup plus, et c'était un moment où on voulait vraiment nous accélérer sur la génération de revenus, etc. Donc on avait plus de choses à communiquer ailleurs grâce à cet argent que le communiqué de presse en soi sur cette levée. Ça nous aurait plutôt, je pense, desservi. En tout cas, l'histoire dit que, a priori, on s'est plutôt bien débrouillé. Premier truc, c'est peut-être de construire et entretenir les relations très tôt, en tout cas avec les fonds avec qui on a envie de travailler. Et au-delà des fonds, c'est plutôt les partenaires avec qui on a envie de travailler. C'est dommage en fait d'arriver au moment de levée de fonds où on ne se connaît pas et en fait c'est une longue histoire et toutes ces rencontres c'est les teasers du film. Le deuxième truc, ça serait de prévoir ce que vous allez faire avec l'argent. C'est-à-dire que lever de l'argent pour lever de l'argent, ça n'a pas forcément d'intérêt. Vous levez de l'argent pour dire ok, en fait, je veux arriver à lancer telle action, dépenser ici. Ça va vous permettre de savoir à peu près combien vous devez lever, puisque vous savez à peu près du coup ce que vous voulez faire. Mais surtout, ça va vous permettre d'anticiper. Parce que un des pires trucs qui peut arriver quand vous levez de l'argent, et plus vous avancez dans la boîte, et plus c'est le cas, c'est vous levez une grosse somme d'argent en vous disant je vais pouvoir faire ci, ça. Sauf que le temps que vous mettiez en place la chose, recruter les bonnes personnes, commencer à faire la stratégie, vous pouvez arriver à un truc où vous avez levé de l'argent et il ne se passe rien pendant 6 mois. Et du coup, c'est 6 mois qui sont perdus. Alors que si vous aviez anticipé pour recruter les gens, pour les choses comme ça,
vous auriez pu commencer directement. 2, c'est évidemment sélectionner les VC qu'on veut voir. Ça ne sert à rien d'envoyer 500 messages à tous les VC de la place pour se dire plus je vais en avoir, plus je vais avoir de chance. En fait, les rendements sont assez dégressifs sur tout ce qui est levée de fonds. Plus t'envoies, moins tu suscites l'intérêt en fait. Et ça c'est un vrai truc, et on a fait l'erreur en série B où je me souviens on s'est amusé à avoir à peu près tout le monde, et en fait un moment les gens ne savent plus, ils savent que tu as vu plein de monde et du coup ils se posent des questions et c'est pas attirant, c'est pas sexy, et tu veux pas te retrouver dans cette situation là. Donc bien sélectionner les VC qu'on connaît le mieux possible, et éviter d'aller trop dans du new, parce qu'évidemment quand on a enlevé de fonds tout le monde est au courant, donc tout le monde vous contacte, et c'est très facile de se dire allez je vais y aller, je vais le voir, il a l'air sympa, ça a l'air d'être un bon fonds et ils ont un bon portfolio. Non, c'est pas top en fait. Peut-être mon deuxième conseil, c'est souvent quelque chose que je faisais pas sur ma première boîte quand je rencontrais des VC, mais d'être hyper transparent. Alors on a un peu cette idée en se disant ouais, les VC ils regardent plein de boîtes, ils regardent potentiellement mes concurrents, est-ce qu'ils sont en train de me parler parce qu'ils sont intéressés par quelqu'un d'autre, et du coup on a tendance à protéger nos informations, nos données, etc. Je pense que c'est pas la bonne approche. En fait, ils ont souvent une bonne vue sur ton marché, donc quand tu leur parles tes métriques, ça va te donner de l'information, ça va te donner des benchmarks, et eux ça va leur permettre de comprendre vraiment qui tu es et comment tu performes dans ton marché. Il y a un truc, c'est peut-être une erreur à éviter, si tu veux, ça c'est une erreur que j'ai fait plusieurs fois. C'est de ne pas être clair quand tu lèves ou quand tu lèves pas. Tu vois, tu rencontres des investisseurs, ils te posent la question, mais là tu es en train de lever de l'argent, tu fais non, je lève pas, mais en fait peut-être si tu me fais une offre, pourquoi pas, je serais intéressé. Ça c'est vraiment une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Soit tu lèves, soit tu lèves pas. Et quand tu lèves, tu es vraiment dans une timeline très claire en disant là, je cherche à lever tant d'argent à tel valo et c'est telle timeline. Du coup, les gars, tu maîtrises ton process. Et quand tu lèves pas, tu crées ces relations-là. Donc, tu te rends compte, les gens, de toute façon, c'est leur métier, ils sont intéressés par ton space, ils sont intéressés par ta boîte, ils veulent comprendre ton marché, ils veulent comprendre ce que tu fais. Donc, toutes ces conversations que tu peux avoir autour d'un café, dans des événements de networking, ça permet, à eux de comprendre ce que tu fais, et toi, de comprendre ce qu'ils cherchent. Et de comprendre finalement quelle est leur approche, quelle est leur thèse d'investissement, quel type de boîte, quel type de fondateur ils aiment bien, comment est-ce qu'ils travaillent, est-ce que tu es aligné tu vois, d'un point de vue culturel, au niveau de valeur, est-ce qu'on a la même ambition tous les deux, est-ce que c'est l'aventure? Deuxième conseil, un classique, choisis le partenaire, pas le fond. On a rencontré plusieurs investisseurs, et c'est vrai qu'à chaque fois je me disais, ma question c'était, et ça se passera comment un mauvais call avec celui-ci ou celle-ci en fait ça. En fait, tes investisseurs, c'est pas que du pognon, et même c'est vraiment tout le reste de ta relation que tu es en train de construire. C'est un peu comme quand tu te maries ou quand tu te mets avec quelqu'un, tu pars sur une longue aventure à la base, donc tu as intérêt à bien t'entendre depuis le début, quoi. Parce que ce sont des partenaires. Moi j'ai toujours vu ces investisseurs non pas comme des gens qui apportaient juste un chèque, parce que vous êtes mariés quoi après. Donc il faut, et quand on est marié, voilà, il faut avoir les bons comme les mauvaises discussions. Un investisseur, c'est comme un mariage. Tu es parti pour 7-8 ans avec. Quand tu prends un VC, c'est pas comme un mariage. C'est pire parce que tu peux pas divorcer. Donc okay. C'est extrêmement rare. Quand quelqu'un a ton capital, c'est extrêmement rare que tu peux les en faire sortir. Okay. En tout cas, ils peuvent refuser dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de moyen de les forcer. Donc, c'est mieux de t'assurer de travailler avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. À chaque fois, je me disais, quand j'avais cette espèce de gut feeling, là où je me disais, mais comment ça va se passer, les mauvais appels? Parce que là, c'est la honeymoon. Du coup, ça va se passer comment a posteriori? Moi, je pense que c'est avant tout une question humaine. D'accord. Comment tu vas embaucher quelqu'un, par exemple, comme team member? Tu vas bien sûr regarder leur expérience, mais tu vas aussi regarder, est-ce que je m'entends avec les personnes, quoi. Si c'est pour se prendre la tête, notamment, tu as des VC. La majorité des VC sont très bien, c'est des gens bien dans l'absolu, mais t'en as certains qui vont pas être là dans les coups durs. Tu vois, c'est pas forcément extraordinaire. Faut aussi que tu te dises, cette personne, je tire le trait exprès, mais ça peut être un copain, quoi. Ouais, okay. C'est quelqu'un qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui me, tu vois, que look up at, quoi, tu vois. Et c'est pas nécessairement, et je vais dire un truc, faut pas nécessairement chasser les top tier 1 VC. En se disant c'est que ça, et si j'ai pas ça, c'était foiré, quoi. Tu vois, c'est faux en fait. Et puis
c'est très français comme truc, c'est un peu comme les écoles de commerce, quoi. Ouais. Si tu rentres pas dans une parisienne, t'es un raté. On nous a inculqué ça toute notre vie et c'est horrible et c'est faux, c'est archi faux et ça démotive les gens et ça pousse pas les gens à aller plus loin et c'est dommage. Et je pense qu'il faut vraiment se faire confiance là-dessus et absolument faire la due diligence que ces investisseurs font sur vous. C'est incroyablement important de faire la même chose sur eux. Ça veut dire appeler leur portefeuille, alors peut-être pas tout leur portefeuille, mais déjà ça vous donne un sens de qui y a dans ce portefeuille. Parce que mine de rien, vous rentrez dans une espèce, alors pas famille, quoi, mais vous rentrez dans un groupe qui a quand même des intérêts communs qui sont de faire qu'aussi plus le fonds va grandir, plus ils lèveront et plus vous avez de chances aussi d'être financé en fonction des tailles de fonds, machin. Mais n'empêche que c'est hyper important de comprendre un peu quel autre CEO va y avoir pour vous conseiller. Moi, j'ai choisi Alven pour plein de choses parce qu'on avait un vrai bon feeling avec les personnes qui allaient nous accompagner dans le temps et puis le fait que leur portefeuille très SaaS correspondait aussi aux différents âges, aux besoins que j'allais avoir, les questions que j'allais avoir dans le temps en fait en fonction des tailles et de l'avancement d'autres CEO. Ton boulot en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas lever ? Le VC va te back-channel comme pas possible. Ils vont essayer de comprendre qui tu es, ils vont creuser, ils vont appeler des refs que tu leur as fournis, d'autres que tu leur as pas fournis. Ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de faire la même chose sur eux. D'accord. Tu vas appeler des fondateurs dans lesquels ils ont investi et tu veux surtout appeler ceux dont les boîtes se sont plantées, qui ont eu des vrais soucis. Parce que quand ça se passe bien, tout se passe bien, tout le monde est content. C'est vraiment quand tu as un problème que tu vas voir de quoi le VC est fait. Ça, tu le demandes au VC directement, les contacts, ou tu le fais ta recherche en parallèle, un peu en mode détective privé qui va aller regarder Les deux. Les deux, en général, c'est assez facile. Donc, c'est assez facile de trouver les boîtes dans lesquelles ils ont investi. Ouais, tu vas sur Crunchbase, tu prends. C'est possible, quoi. Tu creuses un peu, ou tu trouves les bonnes intros. Mais il faut aussi leur demander. Est-ce qu'ils peuvent t'introduire ? Normalement, les bons VC vont te le proposer directement par eux-mêmes. Quand tu arrives plus tard, pas le premier rendez-vous, mais un peu plus tard, quand ils vont te faire approcher de l'offre. Et les meilleurs VC, c'est eux qui vont dire, attends, mais qui tu veux, regarde mon portfolio, je t'introduis à qui tu veux. Parce que bien sûr, quand c'est eux qui décident, ils vont t'envoyer ceux avec qui ça s'est bien passé. Ouais, bien sûr. Mais j'ai connu un ou deux, j'en ai connu un en particulier qui, quand je lui ai posé la question, il m'a dit pas de problème, voilà la liste de toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi, tu me dis avec laquelle tu veux parler. T'as presque plus envie de leur parler parce que tu sais. Ouais, c'est ça. Soit c'est du bluff et il est très bon, soit tu sais que c'est un VC, quoi. C'était un mec très bien. C'est à nous de faire notre homework aussi pour comprendre un petit peu plus les personnalités des uns et des autres dans le fond. C'est important, hein, c'est des gens qui sont à votre board, c'est des gens, je te dis, quand les choses vont pas forcément bien, il faut être bien accompagné, intelligemment, pas avoir des gens qui freak out au moindre obstacle. C'est ce qu'on nous demande à nous, mais c'est ce qu'on leur demande à eux aussi. Donc voilà. Après, la maturité des VC en France, en Europe, on le voit même nous dans toutes les lectures qu'on peut avoir en tant que fondateur. Tout le monde a évolué, les entrepreneurs, la financement, c'est top, ça va vraiment dans le bon sens avec des gens qui sont toujours un peu plus sharp, qui apprennent des portfolios d'avant. Enfin, je veux dire, on va tous à peu près dans le bon sens, je pense. Mais il faut faire la due deal, c'est prérequis. Et le troisième truc, c'est plus pour des gens qui lèvent pour la première fois. On parle souvent dans les levées de combien tu as levé et à quelle valeur. Le term sheet, c'est aussi super important, les termes de ce que vous allez signer, parce qu'en fait, c'est une vraie relation sur le long terme. Et de temps en temps, vous allez entendre des VC qui vont vous dire non, mais ça sont des termes standards, sont les mêmes que tout le monde et tout. Eux, ils sont habitués à faire ça, donc la balle est plutôt dans leur camp. En fait, tout est négociable. C'est une relation. Vous allez vous mettre à travailler avec des gens. Eux, ils vous donnent quelque chose. À la fin, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Dans le pire des cas, vous ne levez pas avec ces investisseurs-là. Mais finalement, parfois, il vaut mieux lever avec une valeur un peu moins forte parce que sur la globalité, ça ne va pas changer, mais avec des termes plus clean. Parce qu'en revanche, si les choses se passent mal ou si vous n'êtes pas, vous, à l'aise avec ça, ça peut être vraiment dédommageable pour le futur. Tu as un exemple concret de terme qui serait un peu négatif pour l'entrepreneur et qui, au final, pourrait être changé ? Ouais, un grand classique. Et du coup, maintenant, ça te fait un petit peu moins, mais c'est ce qu'on appelait le double ratchet, qui est en gros, qu'est-ce qui se passe si à la prochaine levée de fonds, pour tout un tas de raisons, la valeur est moins importante que la valeur de ce tour-là.
Là, en fonction des termes, vous pouvez vraiment tout perdre. Donc là, c'est pour ça de trouver le jeu aussi, de dire je vais essayer d'avoir la plus haute valorisation possible. C'est pas forcément la bonne chose parce que vous prenez aussi un risque super important, spécialement si vous avez des termes mauvais. Et plus vous allez lever de l'argent, en plus, plus vous allez avoir ce problème-là de dire je vais lever à tel valo, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à délivrer sur mes objectifs? Et ta valo, pour la définir, quand tu te lances et que tu n'as pas forcément beaucoup de métriques avec le revenu, etc., tu fais comment? Moi, et après c'est perso, je regarde en gros d'abord combien je veux lever. Pour moi, c'est le truc qui est important, et à combien je veux bien accepter la dilution. Et donc, en général, j'arrive d'ailleurs, quand j'ai des discussions avec des VC, souvent, j'arrive avec une fourchette. C'est pas je veux ça pour ça. C'est voilà, je voudrais lever entre temps et temps parce que sur mon plan, après, je peux m'adapter, mais c'est ça que ça va me permettre de faire. Et en termes de dilution, je voudrais entre ça et ça. Ça te permet aussi de voir l'appétence des VC. Si les VC te font dire, nous, franchement, on pourrait donner le plus avec le plus de dilution possible, ça nous irait bien. Ça te permet de voir directement ceux qui sont intéressés. Et alors, troisième conseil, l'un des trucs que tu peux le mieux faire avant de lever, c'est de comprendre les incentives des VC. C'est pas des gens méchants, c'est des gens très très bien, mais qui n'ont pas forcément les mêmes incentives. Ils sont là pour faire de l'argent, c'est normal, c'est leur métier. Et donc, c'est important de se former à comment marche un fonds. C'est quoi leur intérêt? Et en fait, tu te rends compte que tous les fonds n'ont pas les mêmes intérêts, ne vont pas être excités par les mêmes choses. Alors parfois, ils ont une thèse d'investissement, mais parfois, ils ont aussi une équation économique très différente. Et c'est aussi quelque chose d'important quand tu vas commencer à recevoir des offres. Qu'est-ce que ça veut dire une liquid pref non participative, participative? Qu'est-ce que ça veut dire un ratchet? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces termes qui sont hyper importants dans une term sheet, dans une offre, et qui peuvent faire une différence de valo qui est hallucinante. Tu peux avoir une valo, un VC peut te donner 3 fois plus de valo parce qu'ils vont mettre une liquid pref super avantageuse pour eux. Ils prennent 0 risque. Et donc, ils veulent le deal, ils vont pousser la valo. Alors, ça arrive de moins en moins aujourd'hui, enfin très peu, parce que le marché est plutôt bénéficiaire. C'est transparent là-dessus, et tu vois. Et toi, pour te former, tu avais des bonnes ressources à recommander, ou tu l'avais fait un petit peu chercher sur Internet et creuser ou Ouais, je pense 2 choses. D'abord, lire les blogs des VC, c'est hallucinant. Enfin, c'est pas hallucinant, mais c'est super parce qu'il y a plein de VC qui écrivent beaucoup. Ça, c'est cool. Ils sont super transparents. Et c'est pas aller lire, genre prendre un sprint d'1 semaine où tu lis tous les blogs. Non, c'est plutôt s'abonner à quelques blogs et les regarder pendant plusieurs mois, regarder les articles qui sortent. Et c'est une façon de se former petit à petit, quoi. Parce qu'en une semaine, tu peux jamais tout apprendre. Et l'autre truc, plutôt sur les term sheets, il y a un livre que j'avais adoré qui était Venture Deals, Be Smarter Than Your Lawyer, de Brad Feld, je crois, il faudrait vérifier. Brad Feld et Jason Mendelsohn. Super. Super synthétique, vraiment dédié aux fondateurs, qui explique tous les termes importants d'une term sheet, la logique, comment les VC réfléchissent. Super ressource. Pour moi, c'est un must-read avant de lever. Tu as vraiment cet aspect limite un peu comme tu fonctionnerais avec un prospect, quoi. C'est comprendre ta cible, quels sont leurs besoins, comment ils sont incentivés, donc en gros, quel va être entre guillemets leur ROI. Ensuite, bien les connaître, créer une relation de confiance et construire vraiment cette relation sur le long terme, pas penser court-termiste. Je pense que c'est une très bonne analogie. Je pense à une levée de fonds comme un sales process. En général, tu n'as qu'un seul gagnant. En fait, c'est un petit peu différent parce que tu as un gros funnel et tu choisis une personne à la fin. C'est presque un hiring process plus qu'un sales process. Mais le côté process, c'est important. C'est vraiment, c'est qui tous mes leads les plus importants? Tu commences à parler, pour t'entraîner à ceux qui sont un peu le tiers 2, toi. Ceux tu les aimes bien, mais c'est pas forcément les plus importants. Comme tu t'entraînes, ensuite tu vas avoir les meilleurs. Et tu as un côté rythme derrière. Tu veux vraiment être responsif en toute la levée. Enfin, si tu fais ça bien, tu peux faire ça juste en quelques semaines. Hein. C'est trop cool. C'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup de préparation et c'est vraiment du process. C'est pas juste. C'est pas juste on y va et on lève. Ok. Et la troisième dernière qui va un peu avec ma deuxième, c'est d'essayer de tisser des relations avec les VC le plus tôt possible. C'est-à-dire ne pas se dire je vais attendre d'avoir le deck parfait, le truc parfait pour voir un VC. C'est cool aussi de voir un VC juste un investisseur pour boire un café, discuter du business, même lui demander conseil sur certaines choses. Qu'est-ce que eux
leurs fonds attendent de toi. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et tu vois, j'ai mes notes où chaque VC, je sais ce qu'il attend, je sais ce qu'il veut. On va dire que quand tu les rencontres après, lors de ton vrai round, tu joues un petit peu avec ça. Tu vois, c'est un peu s'adapter à ton interlocuteur, un peu comme en sales, c'est s'adapter à ton interlocuteur pour qu'ils sentent que c'est personnel et que tu as un vrai intérêt pour eux. Parce que avant tout, un VC veut qu'il y ait un intérêt des deux côtés, quoi. Comment est-ce que tu fais pour bien comprendre les attentes des VC? Est-ce que tu vas cash et tu leur demandes qu'est-ce que vous regardez dans un pitch deck, dans un entrepreneur, dans une team fondatrice? Ou est-ce que tu as des questions qui sont un peu plus détournées, qui te permettent d'avoir la même valeur, les mêmes réponses? Typiquement, c'est qu'est-ce que vous regardez dans une entreprise? Si tu es très early stage, ok, c'est quoi que tu regardes? C'est l'entrepreneur, c'est son background, c'est quel KPI? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu privilégies plutôt croissance, rentabilité? Est-ce que tu privilégies plutôt rétention et croissance? Enfin, tu vois, et quels sont on va dire les points noirs? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un no-go pour toi sur un dossier? Et donc essayer de comprendre ça. Et moi je te dis, je notais tout. Et puis tu serais surpris, mais chaque VC a des regards différents là-dessus. Il y a des VC, ils s'en fichent du burn. C'est-à-dire tu peux burner, vas-y, tant qu'il y a la croissance. T'as d'autres VC qui sont un petit peu vachement regardants, qui vont beaucoup regarder la rule of 40, donc la règle des 40 en français. C'est quoi ça, la règle des 40? Alors rule of 40, c'est tu prends ton pourcentage de croissance annuelle, ouais. Et tu le soustrais à ton EBITDA de l'année. D'accord. Et donc tout ça en pourcentage. Donc exemple simple, rule of 40, c'est-à-dire donc 40. Donc il faut que ça soit toujours supérieur à 40, la soustraction des deux. Donc si tu fais 100% de croissance, certains VC vont dire, moi si ton EBITDA est supérieur à moins 60%, je regarde même pas. Okay. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu surburnes, etc., etc. Et plus ta rule of 40 est élevée, mieux c'est. Donc, par exemple, si tu crois à 100% et tu as un EBITDA positif de 10%, bah, c'est super, tu as 110% de rule of 40, c'est énorme, tu vois. Okay. Donc, c'est canon. Et c'est peut-être votre cas, parce que je sais que vous n'avez pas levé de fonds. Donc, c'est que vous êtes rentable et vous avez la croissance, donc vous arrivez à concilier les deux. Donc, c'est super. Mais en tout cas, c'est important de regarder ça, ne serait-ce que pour aussi orienter ton discours, quoi. Et évidemment qu'il y a des exceptions, mais la plupart des VC, en tout cas, s'attachent à certaines métriques. Certains investisseurs regardent beaucoup la rétention, surtout dans un SaaS. C'est quelle est ta rétention, ta net retention, ta gross retention. Ok, il faut que ça soit très clairement mis en avant dans le deck pour que la personne dise ok, rétention net c'est ça, rétention gross c'est ça. Et ça peut paraître évident comme chiffre, mais si tu les as pas devant toi et t'as pas les cohortes, et bah t'es un peu le bec dans l'eau et après tu dois faire les analyses, etc. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil que j'ai, c'est bien prévoir ses analyses en amont pour éviter de se faire bombarder d'analyses à la suite des meetings. Parce que ça, c'est le classique. Tu sors du meeting, ils disent, bah, il me faudra ça, il me faudra ça, il me faudra ça. Essayez de les avoir autant que possible, mais des choses simples, surtout si on parle plutôt pour des investisseurs qui sont en early stage. Essayez d'avoir simple et les 4-5 métriques qui font votre business, quoi. Et dérouler à partir de là. Super intéressant. Rentrez pas dans des complexités, quoi. Un dernier conseil, il faut absolument penser, vous avez ces besoins de financement quand vous faites votre levée de fonds, ça correspond, j'ai un besoin d'activité, etc. Il faut absolument penser au setup que vous êtes en train de faire de cette levée pour vos salariés. C'est-à-dire que la question de, on fait quoi, des possibles BSPCE là pendant ce tour, ou ça va se passer comment pour eux, c'est pas une question que vous devez vous poser en fin de course. Quand un avocat en plus vous demande, on fait quoi par rapport à tout ça, c'est une discussion qu'il faut avoir très tôt. Il faut comprendre la psychologie de votre équipe à ce moment-là pour c'est quoi, ils sont intéressés par quoi? Est-ce que c'est des gens qui sont drivés par justement des stocks très tôt dans la boîte? Et c'est pas forcément tous. Moi, je sais que notre équipe était hyper intéressée par en fait la transparence de la boîte était beaucoup
vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des chiffres, etc., était beaucoup plus importante que le possible gain futur. Ça paraît assez fou, mais c'était la majorité qui était comme ça. Et c'est vrai qu'on a partagé, en fait, on a proposé à tous, alors certes de rentrer au même prix que les investisseurs au moment de la série A, ce qui peut paraître être pas forcément très intéressant d'un point de vue financier, n'empêche que le fait qu'ils aient accès, qu'ils soient considérés comme des shareholders en dur et qu'ils aient accès à toute la documentation, en fait, c'était beaucoup plus important pour eux à ce moment-là. Donc, il faut, ça peut paraître fou aujourd'hui de dire ça, alors tout le monde fait des BSPCE et que j'en fais pour ma nouvelle entreprise, mais il faut comprendre en fait ce que votre équipe attend, veut et avoir une discussion hyper en amont d'une levée pour pas faire les choses précipitamment. Voilà. Nous, on a toujours fait les choses de manière très transparente en fait, parce qu'on se rendait compte, je veux dire, ce sont des grands garçons et des grandes filles et on les a toujours considérés comme des adultes et même au moment de notre propre acquisition, quand on a eu typiquement le sujet de la vente, ce qui était hyper border, ce qui était très dangereux parce que s'il y avait eu une quelconque information qui fuitait, c'était sachant que ceux qui nous rachetaient étaient quand même une boîte publique, IPO, donc on dit faut pas déconner. N'empêche que on leur en a parlé très tôt et pour leur montrer aussi la confiance qu'on avait, puis pas les prendre pour des imbéciles. Je veux dire, ils voyaient tout un tas de nouvelles personnes qui venaient au bureau. Je veux dire, il faut, et très tôt. Et je pense qu'ils ont énormément apprécié ça aussi, d'avoir été mis dans la confidence très tôt. Et puis au final, personne n'a jamais, il n'y a aucune fuite. Mais c'est. Moi, je suis vraiment pour exposer les problèmes, exposer ce qui est en train de se passer, exposer les possibilités de la boîte en termes de partage au moment d'une levée. C'est hyper important, bien sûr. Troisième conseil qui a été très bon pour nous, c'est de mettre en relation les investisseurs que tu aimes bien avec des membres de ton équipe pour qu'ils apprennent à se connaître. Et puis, tu n'es pas le seul à bien parler de ton business. Souvent, tes équipes, ils en parlent avec un angle qui peut être assez différent et hyper intéressant pour l'investisseur. Nous, ça a créé des relations qui étaient assez fortes et qui ont montré finalement... En fait, ils investissent pas que dans ta boîte, pas que dans ton marché, pas que dans ton produit. Ils investissent surtout dans ta team, surtout en early stage. Donc, c'est hyper important pour moi, en tout cas, qu'ils se rencontrent et qu'ils se connaissent. Évidemment, ils ne vont pas rencontrer tout le monde, mais c'est les personnes qui commencent à avoir des responsabilités sur une fonction ou sur un process de ton business qui est important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochains jours, on publiera la deuxième partie de ces interviews où ils vont nous partager les erreurs à éviter ainsi que les anecdotes qui leur sont arrivées lors de leurs différentes levées. Donc, je vous dis à jeudi prochain pour la suite de ces interviews. Ciao la famille!